le dernier essai, l'essai passionnant que vient de signer l'intellectuel Jean-Loup Bonamy. Il y aborde les questions notamment des Français issus de l'immigration et leur rapport, à leur pays d'adoption. À l'image, on en parlait tout à l'heure, de Malika Sorel, qui vient donc d'accepter la 2e place sur la liste de Jordan Bardella et qui réagissait ce lundi aux propos tenus la veille par Éric Ciotti. Dans la bouche d'Éric Ciotti, c'est lorsqu'il a dit qu'il a justifié le fait que je ne sois pas chez eux parce qu'il avait fait le choix de personnes enracinées. Et en tant qu'enfant de l'immigration, je l'ai pris comme une insulte. Une insulte, absolument. Et puis quelque chose d'incroyablement injuste qui montre que pour certaines personnes, quoi que fassent les enfants de l'immigration, ils ne sont pas considérés comme français. De quel enracinement parle-t-il alors que, comme l'avait dit le président Sarkozy, je suis moi-même le symbole de l'unité. Alors, vu ce que je viens de vous dire, que le Rassemblement national est un parti qui accueille tous les Français de cœur et d'esprit, que c'est la seule approche, et Jordan Bardella incarne justement le fait que tous ceux qui vont se reconnaître dans cette approche de Français par le cœur et l'esprit sont les bienvenus, et tous ceux également qui vont comprendre que l'heure est grave. Bonjour Jean-Loup Bonamy. De quoi ce ralliement de Malika Sorel est le nom selon vous ? De beaucoup de choses, cher Vincent. Premièrement, c'est à mon avis un accord gagnant-gagnant. Premièrement, même si je ne pense pas que ce soit par opportunisme, Malika Sorel est sûre d'être députée européenne. Ce qui n'aurait pas forcément été le cas si elle avait rejoint LR et si elle avait rejoint Reconquête et Marion Maréchal, ça aurait été même sûr du contraire. Donc là, vu le score que va faire le RN et vu sa position sur la liste, elle est sûre d'être députée. Et d'un autre côté, elle apporte une caution au Rassemblement national. La caution de quelqu'un qui a toujours été engagé sur les questions de laïcité et de lutte contre le communautarisme. La caution de quelqu'un qui a de l'expérience, de l'expertise, de la crédibilité. C'est également qui a travaillé avec Dominique de Villepin, avec François Fillon, avec Nicolas Sarkozy. Donc c'est également un apport une valeur ajoutée très nette pour le Rassemblement national. D'accord. Ça c'est sur le plan, j'allais dire électoral, sur le plan politique pur, politique politicienne même. Mais vous avez écrit quand même beaucoup sur le sujet. Vous écrivez un livre qui est absolument passionnant, qui est vraiment une cure d'altitude mentale. Et j'ai appris cette info après avoir fini, juste en finissant votre livre ce week-end. Et je me suis posé cette question, finalement, après vous avoir lu. Est-ce que le RN n'est pas en train de devenir un nouveau parti ? Non plus le parti des Français d'abord, comme le voulait son fondateur Jean-Marie Le Pen, mais le parti des étrangers qui veulent jouer le jeu des naturalisations. Ah, bien sûr, moi je pense que... Alors, je ne suis pas du tout ni un membre, ni un soutien du Rassemblement national. Si j'essaye de faire une analyse neutre, moi je vois deux choses. Je vois un parti qui a renoncé, et il le prouve aujourd'hui avec Madame Malika Sorel, au nationalisme de type ethnique, et pour proposer un nationalisme de type civique, qui n'est pas fondé sur les origines ou la couleur de peau. Et je vois également un parti, alors c'est ça que je trouve un peu ironique, que ses adversaires qualifient d'anti-républicains, d'extérieur à l'arc républicain, etc., etc. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est ce parti qui va défendre des valeurs républicaines, de laïcité, de souveraineté de l'État, de refus du communautarisme. Finalement, la République est plus aujourd'hui du côté de la liste Bardella que de certaines autres listes. Malika Sorel en voulait beaucoup à la façon dont Éric Zemmour s'attaquait au prénom. Vous aussi, pourquoi ? Oui. Alors, mais je pense que j'ai un point commun et une différence avec Éric Zemmour. Mon point commun, c'est que moi aussi, peut-être par ma formation, parce que je pense de la France, je ne suis pas forcément à première vue enthousiaste que des gens s'appellent Malika en France. Mais la différence fondamentale que j'ai, et c'est ce que j'ai expliqué dans le livre avec Éric Zemmour, c'est que j'en ai pris mon parti, qu'il faut faire avec et qu'il faut prendre le réel tel qu'il est. Et quand vous avez des gens qui s'appellent Malika, qui s'appellent Rachid, qui s'appellent Mohamed, mais qui sont en fait parfaitement assimilés, et qui veulent avec vous lutter contre l'islamisme ou contre l'islamo-gauchisme, je trouve que c'est complètement contre-productif de leur fermer la porte et de venir les asticoter sur la base de leur prénom. Voilà, il faut faire avec. C'est un point passionnant d'ailleurs de votre livre. Vous dites que les premières victimes dans les cités
les premières victimes des caïds, les premières victimes de ceux qui refusent de jouer le jeu de la République, le jeu de l'État, le jeu même de la France, sont les immigrés eux-mêmes, et en particulier les immigrés qui aspirent soit à une vie pacifique, soit les immigrés qui veulent jouer le jeu justement de la République, qui veulent jouer le jeu de l'État, enfin tout simplement de respecter l'ordre le plus élémentaire. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça se voit dans tous les contextes. Aux États-Unis, on nous a beaucoup parlé du mouvement Black Lives Matter et des bavures policières contre les personnes noires. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Je le dis dans le livre. Aux États-Unis, il y a d'indéniables problèmes de racisme, mais quand même 93% des Noirs américains victimes d'homicides sont tués par d'autres Noirs. 93%. En France, à partir du moment où c'est dans les quartiers où se concentre l'immigration que là aussi se concentre un certain type de délinquance, eh bien, forcément, c'est dans ces quartiers que vous trouverez les premiers délinquants, et c'est dans ces quartiers que, par logique même, vous trouverez aussi les premières victimes. Et d'ailleurs, moi, j'étais un peu surpris. Il y a une invisibilisation. Ce qui est très intéressant de ce que vous dites, c'est qu'il y a aujourd'hui une invisibilisation de ces victimes immigrées de l'immigration. Bien sûr. Et vous voyez, par exemple, un célèbre créateur de chaussures de mode, Christian Louboutin, c'est vous qui l'avez nommé, avait pris Madame Adama Traoré. Voilà, la sœur d'Adama Traoré, Madame Assa Traoré, comme égérie. Elle est la sœur, alors ce qui est arrivé à son frère est regrettable, mais elle est la sœur d'un délinquant multirécidiviste. Par contre, je remarque que M. Louboutin ne s'est absolument pas intéressé au jeune garçon de 10 ans, noir, d'origine comorienne ou mahoraise, musulman, qui a été tué à Nîmes par une balle perdue dans un règlement de compte entre dealers cet été. Je remarque que la jeune Sokaina, qui était d'origine maghrébine, qui travaillait tranquillement sur son ordinateur dans sa chambre, qui était étudiante, qui a été tuée là aussi par une balle perdue. Là, curieusement, on les invisibilise. En fait, la vie des personnes racisées, comme on dit aujourd'hui, n'intéresse les donneurs de leçons que quand ce sont des délinquants. Justement, c'est l'un des points centraux de votre livre, c'est que vous dites que dans l'immigration, il y a quelque chose de colonial. Bien sûr, c'est-à-dire que la France avait un empire colonial qui reposait sur un capitalisme marchand, peu industrialisé, de mauvaise qualité. Elle a liquidé son empire colonial, mais finalement elle a fini par reproduire sur le sol même de la France le modèle, ce modèle colonial. Voilà, le modèle du capitalisme marchand colonial à travers l'immigration. Il faut à la fois des immigrés mal formés, mal payés, exploités, et quand je vois tous ces patrons qui viennent sur les chaînes info dire qu'ils ont besoin de plus d'immigrés. Ils me font penser à ces colons du début du XXe siècle qui voulaient exploiter les colonisés et faire suer le burnou. Donc il y a une reprise de l'exploitation coloniale où cette fois on exploite les immigrés. Et d'autre part, c'est une économie qui produit peu, qui est désindustrialisée et qui repose aussi beaucoup sur la consommation. Donc en fait, comme on n'a pas de croissance démographique, le réarmement démographique n'a pas encore eu lieu, eh bien on importe en masse de nouveaux consommateurs. C'est l'un des leviers de l'immigration dans notre pays qui, aujourd'hui, l'utopie immigrationniste continue, perpétue l'utopie colonialiste d'hier. Est-ce que vous dites qu'aucune civilisation n'a créé autant de choses que l'Occident. En quoi consiste le génie occidental? Qu'a-t-il de plus que le génie chinois, indien ou africain? Alors, moi, je ne suis pas dans une logique de hiérarchisation ou de supériorité. Je pense qu'en fait, il faut reconnaître les autres. Vous dites qu'il y a eu plus de choses dans l'Occident qu'ailleurs. Donc, il y a, mais il y a de facto, il y a à un moment, il y a un plus par rapport aux autres. Quantitatif. Il y a un plus quantitatif. Mais, alors, je vais vous dire la différence fondamentale, c'est que toutes les civilisations, y compris l'Occident, ont pratiqué l'esclavage et que l'esclavage transatlantique occidental a été massif,
horrible, criminel. Mais que l'Occident, c'est le seul qui a aboli de lui-même cet esclavage. Et aujourd'hui, vous voyez, l'abolition de l'esclavage... Et ça, c'est pas que quantitatif, c'est qualitatif, oui, c'est quand même éthique. C'est éthique, mais on en était quand même passé par une phase d'esclavagisme qu'il faut aussi reconnaître. Et nous avons été les seuls à abolir cet esclavage. Et aujourd'hui, il reste 50 millions d'esclaves dans le monde, dont par exemple 300 000 au Mali, dont on ne parle jamais. On vous parle de la traite transatlantique, bien sûr criminelle et monstrueuse, mais qui a été abolie il y a plus d'un siècle et demi, et on invisibilise encore une fois complètement les 50 millions d'esclaves actuels qui ne sont pas en Occident, mais qui sont en Asie et en Afrique très principalement. Je pense, voilà, c'est ça la différence occidentale. Votre thèse, c'est que la solution réside pour beaucoup, et on le disait en début de cette interview, dans l'assimilation. Or, beaucoup vous objecteront, soit qu'avec une population d'origine étrangère aussi nombreuses. Par exemple, on peut prendre les chiffres de Malika Sorel qu'elle donnait ce lundi chez Sonia Mabrouk, ou bien au club, dans le débat Esprit Libre qu'elle a fait il y a quelques semaines avec Dominique Régnier autour d'Alexandre Devecchio. 44% de l'augmentation aujourd'hui en France est d'origine immigrée, d'origine étrangère. Beaucoup donc vous objecteront qu'avec une population d'origine étrangère aussi nombreuse, c'est impossible l'assimilation en masse. D'autres vous diront que certains de toute façon haïront la France, qu'ils ne repartiront sans doute pas, mais qu'il faut les circonscrire. Alors, moi, je suis aussi d'accord qu'il faut les circonscrire aussi. Simplement, je pense plusieurs choses. Première chose, moi je suis un partisan des politiques d'assimilation. Deuxième chose, ces politiques d'assimilation ne peuvent être mises en place que en parallèle avec un contrôle extrêmement strict et drastique, une réduction considérable des flux migratoires. Quand vous avez un problème de stock, la première chose que vous devez faire, c'est couper les flux. Vous avez une inondation chez vous, avant de chercher à évacuer l'eau, vous devez essayer de couper la fuite. Donc on n'assimilera pas les populations issues de l'immigration tant qu'on continuera à en recevoir massivement, année après année. Ensuite, même si moi je suis un partisan convaincu de l'assimilation, je pense que nous ne devons pas nier nos propres échecs et qu'on ne doit pas sauter sur sa chaise comme un cabri en criant assimilation, assimilation. C'est-à-dire qu'il faut nous-mêmes proposer un modèle qui soit enviable et respectable. Pour l'instant, nous donnons l'impression d'être un pays décadent et une civilisation décadente, peut-être à juste titre. Or, personne n'a envie de monter sur un bateau qui coule. Donc, ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les immigrés qui, sur l'affiche officielle des Jeux Olympiques, ont enlevé la croix des Invalides et le drapeau tricolore. Ce n'est pas un immigré qui a dit « il n'y a pas de culture française », c'était le candidat Emmanuel Macron. Comment voulez-vous assimiler des gens et les faire aimer notre culture si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas d'abord? Je pense que le nœud est là. Vous revenez beaucoup sur l'islam et vous critiquez ceux qui veulent faire de l'islam une globalité. Et d'un autre côté, vous dites, ça qui est très intéressant, les islamistes sont des vrais musulmans, mais d'un autre côté, il y a des vrais musulmans. Vous pouvez être un très bon musulman et fidèle et conforme à l'islam en récusant l'islamisme. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que je pense que l'islam est multiple et il y a... L'islam sunnite, en tout Voilà, cas. l'islam sunnite est lui-même multiple et cet islam sunnite est divisé entre plusieurs interprétations différentes et je ne pense pas qu'une soit plus vraie ou plus fausse que l'autre. Question quand même, oui. Comment être un bon musulman et être assimilé à la France laïque et d'origine judéo-chrétienne? Alors, là, je vais vous répondre, c'est-à-dire que justement, je pense que quand Mohamed Merah assassine, c'est ce que je dis dans le livre, et d'ailleurs c'est ce que disait Jérôme Fourquet avant moi dans son étude sur les prénoms, quand il assassine un sous-officier parachutiste de l'armée française d'origine marocaine, Mohamed Merah, d'une certaine façon, est un bon musulman. Il a une certaine interprétation de l'islam, mais sa victime est tout aussi un bon musulman avec une autre interprétation de l'islam. C'est-à-dire on ne peut pas faire comme si Mohamed Merah ne s'était pas réclamé de l'islam et du Coran, mais on ne peut pas faire comme si sa victime n'était pas musulmane non plus. Et sa victime nous prouve, aujourd'hui, vous avez beaucoup de citoyens français de confession musulmane qui nous prouvent qu'on peut être musulman et français, et qui par ailleurs servent dans l'armée française, par exemple. Passionnant encore, vous récusez la thèse du choc des civilisations, en particulier sur notre sol.
Alors, moi, je la récuse pour 3 raisons. Premier problème, parce que je pense que pour qu'il y ait un choc des civilisations, faudrait-il encore qu'il y ait des civilisations. Or, nous, je l'ai dit avec, par exemple, la citation d'Emmanuel Macron sur il n'y a pas de culture française, ça montre à quel point nous avons un propre problème de déculturation et de décivilisation. Mais ça, c'est pas parce que certains ne sentent pas qu'il y a une civilisation qu'elle n'existe pas. Il y a quand même une civilisation occidentale. C'est-à-dire que si nous sommes attaqués, aujourd'hui, toutes les attaques que nous avons, les problèmes d'islamisme, de multiculturalisme, voire de djihadisme, sont des maladies opportunistes qui viennent se greffer sur notre propre déclin. Notre problème est d'abord et avant tout en nous, il est endogène, et c'est sur ça que nous devons agir. Et je me permets une deuxième remarque, c'est qu'également le choc des civilisations postule que l'islam... ou que les autres civilisations seraient une globalité harmonieuse et homogène. Or, l'islam est extrêmement divisé et nous devons chercher à faire alliance avec des musulmans, avec des vrais musulmans, contre d'autres musulmans qui veulent nous nuire. Et qui peuvent faire alliance avec d'autres personnes occidentales. Bien sûr. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, c'est passionnant, et vous parlez également de la thèse de la guerre de tous contre tous avec les affrontements intercommunautaires. Là encore, c'est absolument passionnant. Une dernière question avec une réponse rapide, s'il vous plaît, Jean-Luc Bonamy, mais enfin importante. Comment l'Occident en général et la France en particulier peuvent retrouver leur boussole ? Alors, je pense qu'il est important déjà de renouer avec le principe d'autorité, de ne plus avoir peur de l'autorité et surtout de renouer avec ce que nous sommes, avec notre identité, notre culture, notre histoire. C'est en nous et que se trouve le problème, et c'est en nous que se trouvera la solution. La France est une grande nation, pour le demeurer, il faut qu'elle s'en souvienne. C'est ce que disait d'ailleurs après la Belge, le cardinal Mercier, c'est bien ça que vous vouliez nous dire. Tout à fait. C'est un livre qui soulèvera des débats et des polémiques, c'est un travail pour beaucoup inédit, une véritable cure d'altitude mentale. Si vous ne connaissez pas Jean-Luc Bonamy, précipitez-vous en librairie pour vous procurer et découvrir ce livre. L'Occident déboussolé, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir suivis. Point de vue, ça revient demain, même heure, même endroit.